Le 15 août 1977, l'astrophysicien Jerry Ehman reçoit un signal radio de 72 secondes provenant d'une région du ciel. À ce moment-là, l'astrophysicien travaille sur le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui se focalise sur la recherche d'intelligence extraterrestre dans notre univers. Le signal attise la curiosité du chercheur, puisqu'il s'avère être 30 fois plus fort que le bruit de fond présent sur l'enregistrement. Surpris par ce signal qu'il vient de voir, il l'entoure en rouge et note dans la marge « Wow », qui deviendra le nom de ce signal aujourd'hui mondialement connu. Vous vous en souvenez peut-être, c'est le fameux signal WOW et aujourd'hui on a probablement trouvé une explication à ce signal mystérieux. Bienvenue dans ce tout nouveau récap de l'actualité spatiale. Vous le voyez, je prends en compte tous vos conseils d'amélioration et on a revu toute la structure des vidéos de Sirius. Et si jamais vous voyez d'autres choses à corriger, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Juste avant de commencer, voici la question du jour à laquelle vous devez répondre en commentaire. Selon vous, est-il possible qu'une forme de vie extraterrestre tente de communiquer avec la Terre un jour? Et si oui, sous quelle forme? Sachez également qu'on accueillera le 3 septembre à 20h un scientifique en live sur la chaîne qui parlera des trous noirs. Vous allez voir, ça va être très sympa, donc n'hésitez pas à suivre ça de très près. Pour reprendre avec le fameux signal WOW, d'abord, il faut comprendre pourquoi celui-ci est si célèbre. WOW a été émis sur une fréquence très spéciale que les scientifiques ont associée aux civilisations extraterrestres. Alors, pourquoi? Eh bien parce que c'est sur cette fréquence que les chercheurs s'attendent à recevoir d'éventuels signaux de civilisations extraterrestres. C'est à cette fréquence que l'on reçoit les émissions d'hydrogène, un élément abondant dans l'univers. Et les scientifiques pensent que ce serait par le biais de cet élément-là qu'une potentielle forme de vie intelligente tenterait de communiquer avec la Terre. Et en plus de ça, le signal avait été émis sur ce qu'on appelle une bande étroite, sauf qu'en 1977, aucun phénomène naturel connu ne pouvait expliquer ça. Parce que tout simplement, les phénomènes naturels sont généralement émis sur des bandes larges, alors que les bandes étroites sont, elles, plus souvent utilisées par des technologies artificielles, du moins en ce qui concerne l'homme. Et ce signal ne pouvait pas provenir d'une de nos technologies, tout simplement parce qu'un accord international avait été décidé pour interdire aux émetteurs artificiels d'utiliser cette fréquence afin de la réserver aux éventuelles formes de vie intelligentes. Tout semble donc mener vers la théorie d'une possible communication extraterrestre. Mais une hypothèse cométaire voit alors également le jour. Au moment de la réception du signal, aucun objet céleste notable se trouve dans la zone d'émission, sauf 2 comètes. On se met alors à penser que ces 2 comètes, qui émettent beaucoup d'hydrogène, pourraient être la source de ce signal. Et sachant tout ça, tout le monde se met à faire des suppositions sur l'origine de ce signal, mais personne semble trouver la réponse. Arecibo WOW, c'est le projet de recherche de l'université de Puerto Rico qui utilise les archives du radiotélescope Arecibo. Et c'est dans les archives d'Arecibo qu'ils l'ont trouvé. Entre février et mai 2020, Arecibo a enregistré des signaux similaires à celui de 1977, sauf qu'ils étaient moins intenses. Ces signaux récents proviendraient d'une étoile naine rouge Tigarden, qui est une étoile dans la constellation du Berger. Et l'étude de ces enregistrements a bouleversé nos croyances sur le sujet. En comparant le signal WOW avec d'autres signaux, les chercheurs ont trouvé une explication plus scientifique à ce phénomène, qui est d'ailleurs extrêmement rare. Il s'agirait de l'illumination d'un nuage d'hydrogène par une importante éruption provenant d'une étoile à neutrons. Lorsque le rayon de l'éruption a traversé le nuage d'hydrogène, ces atomes se sont agités et ont relâché de l'énergie sous forme d'onde radio, une onde que les télescopes Big Ear et Arecibo ont tous les deux réussi à capter. Pour que ça puisse se produire, les conditions et les alignements doivent être très précis, ce qui en fait un phénomène rare. Et les chercheurs affirment donc que WOW serait le résultat de ce phénomène. Selon eux, le nuage d'hydrogène aurait été simulé par une éruption de magnétars, donc en gros des résidus d'étoiles qui possèdent un champ magnétique extrêmement puissant. Il s'agirait là du premier événement enregistré d'une éruption de ce genre, avec de l'hydrogène. C'est pour ça que les signaux captés par Arecibo sont moins intenses que WOW. Leur source était simplement moins puissante. D'ailleurs, les chercheurs pensent même avoir peut-être réussi à identifier les nuages responsables du signal. Mais même si les phénomènes semblent avoir été décryptés, les scientifiques n'ont pas encore réussi à identifier sa source exacte, tout simplement parce qu'elle serait beaucoup trop loin. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien cette nouvelle étude est encore en attente de validation par la communauté scientifique, mais elle pourrait ouvrir de nombreuses pistes. En expliquant l'origine de ce signal, les scientifiques ont mis en évidence des nouvelles sources de faux positifs. Le signal WOW avait longtemps été considéré comme une technosignature, c'est-à-dire une caractéristique technologique hypothétique d'une forme de vie extraterrestre. Et si cette explication s'avère juste, alors elle pourrait remettre en question d'autres signaux qui avaient été détectés et qui avaient été attribués aux civilisations extraterrestres. Mais en attendant, le mystère autour du signal WOW semble presque résolu. Les chercheurs à l'origine de cette étude considèrent cette hypothèse comme étant la plus probable à ce jour. Et elle pourrait aussi aider les chercheurs à trouver quelles caractéristiques chercher afin de déceler une forme de vie dans l'univers. Mais je vais maintenant vous laisser avec Alessandra qui va vous parler de l'actualité Sirius de la semaine. Et quant à nous, on se retrouve juste après. C'est parti pour le récap des actualités de la semaine. On commence avec la publication d'une toute nouvelle étude qui nous en apprend plus sur l'intérieur des super-terres. Ces planètes, qui se situent au-delà de notre système solaire,
peuvent faire jusqu'à 10 fois la masse de notre Terre. Et on pense savoir ce qu'il pourrait s'y cacher en leur centre. On y trouverait de l'eau dissoute sous la forme d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans leur noyau. Mais pourquoi s'intéresse-t-on spécifiquement aux super-Terres ? Des recherches antérieures montraient que les jeunes planètes de taille et de masse similaires à celle de la Terre étaient capables d'attirer l'eau présente à leur surface vers leur noyau. Et une étude récente de l'université de Princeton a permis de démontrer que les super-Terres avaient, elles aussi, la capacité de coincer une grande partie de leur eau dans leur centre. Mais alors, d'où vient cette eau ? La formation des exoplanètes est le résultat de l'accumulation des décombres présents dans l'espace, ainsi que la collision avec d'autres planètes. Dans les premiers jours, l'eau présente à la surface de la jeune planète va se dissoudre dans un océan de magma. Cette eau va ensuite migrer vers le noyau en s'accrochant à des gouttelettes de fer. Malheureusement, elle est située trop profondément à l'intérieur de la planète pour que l'on puisse l'atteindre ou qu'elle remonte à la surface. Et plus la planète est grande et sa masse importante, plus l'eau se déplacera vers le noyau. Mais alors, sous quelle forme se trouve cette eau ? Est-elle liquide ? Eh bien, pas tout à fait. Dans le noyau, la pression est telle que l'eau ne peut pas se trouver sous sa forme liquide, mais sous la forme d'atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent la molécule d'eau. Grâce au James Webb Telescope, nous sommes désormais capables de déterminer si de l'eau est présente sur une exoplanète ou non, grâce à la composition de son atmosphère. Alors pour le moment, on ne parle que d'eau gazeuse, on ne dit pas pouvoir détecter des océans d'eau liquide sur d'autres planètes, on n'y est pas encore. Mais par contre, ce télescope est tout de même capable de mesurer les molécules présentes dans l'atmosphère des exoplanètes. Détecter la présence d'eau dans cette atmosphère signifierait peut-être qu'il y en aurait probablement davantage dans son centre. Les scientifiques estiment alors que la majorité de l'eau sur les super-terres se trouve en réalité à l'intérieur de celle-ci. Après, à partir de là, on peut imaginer toutes sortes de choses et faire toutes sortes d'hypothèses. Cette étude ouvre ainsi de nouvelles perspectives sur le nombre d'exoplanètes riches en eau et peut-être même susceptibles d'abriter la vie. On continue le récap de la semaine avec la sonde JUICE, qui vient de réaliser une manœuvre historique. Cette sonde européenne a frôlé la Terre et la Lune cette semaine, afin de se repositionner pour la suite de son voyage. Mais que faisait-elle si près de nous ? Et quel est le rôle de cette sonde ? Lancée en avril 2023 depuis le Centre spatial guyanais, la sonde JUICE a pour but de rejoindre Jupiter en 2031. Pendant 3 ans et demi, elle explorera la planète et ses 3 lunes pour essayer de mieux comprendre l'histoire de notre système solaire et les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Mais Jupiter se situe à environ 800 millions de kilomètres de la Terre, et le trajet pour s'y rendre est compliqué. Voyager en ligne droite dans l'univers n'est pas envisageable, parce que ça demanderait une quantité de carburant trop importante. Les scientifiques ont donc trouvé une solution pour éviter ce problème. Les sondes se servent de la gravité des planètes pour régler leur vitesse et leur trajectoire, ce qui permet de garder du carburant pour d'autres utilisations. C'est ce que l'on appelle des manœuvres d'assistance gravitationnelle. Mais alors, pourquoi cette manœuvre est considérée comme historique ? Car la sonde JUICE a réalisé une première mondiale. Pour la première fois, on a utilisé la gravité de la Terre et de la Lune en même temps. JUICE a ainsi réalisé une manœuvre de double assistance gravitationnelle. Et à l'échelle de l'univers, nous pouvons dire que la sonde nous a presque frôlés. Lundi soir, JUICE s'est approché à 750 km de la Lune, avant de passer à 6800 km de la Terre mardi soir. Il s'agissait là d'un défi pour la sonde. La moindre déviation aurait pu mettre en péril la mission. Et donc, quelles sont les conséquences de ces manœuvres sur cette sonde ? La manœuvre s'est déroulée parfaitement, et la sonde a pu ralentir et ajuster sa trajectoire vers Vénus. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques en ont également profité pour tester les instruments de celle-ci. 8 instruments sur 10 ont été allumés, ce qui a permis de les calibrer pour qu'ils soient opérationnels une fois autour de Jupiter. Depuis son lancement, la sonde a déjà parcouru plus d'1 milliard de kilomètres. Et le voyage est encore long avant d'arriver à destination. En 2025, elle survolera Vénus avant de repasser à nouveau par la Terre, en 2026 et 2029. Grâce à ces différentes assistances gravitationnelles, JUICE aura enfin la vitesse nécessaire pour atteindre Jupiter en 2031. Une nouvelle étude vient de paraître. Nous en apprenons un peu plus sur notre système solaire et sur tous les comètes qui le constituent. 45 chercheurs d'une équipe internationale ont mené une étude en analysant 47 pluies de météores, en utilisant des caméras réparties dans le monde entier pour les suivre. Vous le savez peut-être déjà, mais les pluies de météores ont lieu quand une comète passe à proximité de la Terre et dépose sur son orbite des nuages de petits morceaux de poussière à cause de la chaleur du Soleil lorsqu'elle s'en approche. Ces poussières se consument ensuite dans notre atmosphère quand la Terre passe dans ces nuages de poussière. On a donc analysé des pluies de météores et constaté 2 types de comètes. Celle à longue période issue du nuage de Oort et celle à petite période
appartenant à la famille de Jupiter dans la ceinture de Kuiper. Ainsi, on a pu voir des différences dans les deux types de pluies de météores, avec des cailloux qui se consumaient dans notre atmosphère ayant des compositions et des tailles différentes. Et ça nous en apprend plus sur la manière dont les deux types de comètes s'effritent. Celles à longue période se désagrègent en morceaux plus gros et moins denses que celles à petite période et contiennent 4% de matière solide, qui ont sûrement dû être chauffées par le passé. De l'autre, les comètes de la famille de Jupiter se fragmentent en météorites plus petites et plus denses, avec 8% de matériaux solides. Alors, pourquoi cette différence ? Eh bien, la première hypothèse serait que les deux soient issus de deux formations bien distinctes. Une partie des comètes se serait formée dans des conditions plus douces de croissance, en étant plus éloignées du Soleil, tandis que l'autre se serait formée dans des conditions bien plus agressives. Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, que les comètes se seraient formées de deux manières différentes, en provenant de deux régions spécifiques dans le disque protoplanétaire. Revenons au tout début, il y a 5 milliards d'années. Quand notre étoile se formait, il y avait un immense nuage de gaz autour de lui. On appelle ça un disque protoplanétaire. Au fil du temps, les petites particules se sont rejointes et ont grossi pour faire des petits cailloux qu'on appelle des planétésimaux. Ces planétésimaux sont entrés en collision les uns dans les autres et formé des corps plus gros, tels que des comètes, des astéroïdes et des planètes, comme la Terre. Mais à un moment donné, Neptune s'est retrouvé expulsé et est contrainte de migrer vers l'extérieur de notre système. Notre hypothèse serait donc que Neptune, en migrant, ait dispersé les comètes et les astéroïdes hors du disque. Sauf que ces deux types de comètes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les chercheurs suggèrent alors deux choses. La première, c'est que les comètes à longue période aient été perturbées par des étoiles voisines lointaines au moment de la formation du Soleil, ce qui les aurait emmenées sur des orbites lointaines après avoir été partiellement chauffées, puis elles seraient restées là. Et aussi que les comètes de la famille de Jupiter sont là parce qu'elles ont toujours suivi des orbites plus courtes. Mais que la migration de Neptune aurait pu disperser les comètes, influençant leur composition et leur position actuelle. Bref, l'étude des comètes nous en apprend plus sur notre système solaire à ses débuts, ainsi que sa dynamique. Petit message de fin, n'oubliez pas le live de Sirius sur toutes les plateformes le 3 septembre. J'espère que ce récap de l'actualité vous a plu, c'était Sirius. Bye.